cette nouvelle édition de Qui ça Icône. Pour rappel, Qui ça vous présente tous les mois une personne qui l'inspire afin qu'elle vous inspire à votre tour. Et aujourd'hui, pour cette édition, c'est une invitée très spéciale qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Cyrine Zreli, infirmière dans les urgences pédiatriques, s'est rendue à Gaza le 11 mars 2024. Et pendant 2 semaines, Cyrine faisait partie du corps médical bénévole qui a été envoyé par l'association Caravane Solidaire à l'hôpital Al-Koweïti à Rafah. Et il y a quelques semaines, au cours d'un repas, j'ai eu l'immense chance de la rencontrer. Et quand j'ai rencontré Cyrine et que j'ai écouté son histoire, moi aussi j'ai reçu une énorme claque qui m'a rappelé que chacun, à notre échelle, et par tous les moyens possibles et que nous avions à notre disposition, nous devions porter la voix des Gazaouis. Donc bonjour Cyrine. Bonjour. Et merci d'avoir accepté surtout de partager ce moment avec moi aujourd'hui. La dernière fois qu'on s'est vu, on a un peu parlé de ton état. Comment ça va aujourd'hui, depuis que tu es rentrée ? Déjà, merci à toi de m'accueillir. C'est vraiment à moi aussi un honneur de pouvoir un peu donner ma voix et mon ressenti. Comment je vais Je crois que mon état il est toujours un peu le même depuis notre rencontre. Je suis pas encore totalement là, mais ça va. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, donc tu peux un peu nous parler de ton parcours, d'abord en tant que toi, Cyrine, personnellement, en tant qu'infirmière et tout ce que tu as pu faire dans la vie avant cet épisode-là. Du coup, moi c'est Cyrine. Je suis infirmière depuis presque maintenant 5 ans. Donc, j'ai fait 4 ans d'urgence pédiatrique et là, ça fait quelques mois que je suis en réanimation. Mis à part ça, je suis une personne totalement lambda, comme tout le monde. C'est juste, je sais pas, une petite lumière qui est apparue et qui est venue pour me dire il est temps d'aller faire quelque chose de toute cette expérience que tu as eue et d'aller offrir un petit peu de soins à nos frères et sœurs gazaouis. Mais sinon, une personne comme tout le monde. Du coup, par rapport à ton engagement dans tout ce qui se passe en Palestine, est-ce que tu considères que ça a commencé aux événements post-7 octobre ou tu as toujours un peu eu des notions de ce qui se passait en Palestine avant cette date-là ? J'ai toujours eu un peu des notions de la Palestine et de ce qui s'y passe depuis plusieurs années maintenant. J'ai vécu avec les récits, ma sœur qui m'a chanté les chansons, enfin vraiment plein de choses. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment bouleversée à partir de cette dernière étape, on va dire, parce qu'aujourd'hui, je suis adulte, je suis grande, je suis plus la petite fille à qui on racontait des histoires. Aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. Donc, c'était dans mon cœur, mais c'était pas moi. Et aujourd'hui, c'est complètement moi. Et au départ, je voulais te poser la question un peu en te demandant qu'est-ce qui nous pousse à nous engager. Mais là, on est d'accord que c'est beaucoup plus qu'un engagement, puisque tu as quand même mis en danger ta vie pour les autres. Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est un déclic ? Est-ce que... Franchement, je ne saurais pas te répondre à cette question. C'est une question qu'on a essayé de me poser. Et sincèrement, ça faisait quelques mois, j'ai fait ce que je pouvais pour la Palestine. Donc, on commence un peu par le boycott. On se dit qu'on essaye de faire attention à ce qu'on va consommer, ce qu'on ne consomme pas. On essaye de faire des dons. On essaye de faire tout plein de choses. J'ai beaucoup ce que tu prié, pouvais faire voilà, à ton échelle au quotidien. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, il manque quelque chose. Et j'arrivais pas à savoir ce que c'était. Et j'ai prié vraiment très, très fort de tout mon être. Et j'ai juste demandé à ce que je puisse faire un peu plus. Et je sais pas, c'est arrivé comme ça, vraiment, un peu comme par magie. Je sais pas si on peut dire ça, mais... C'est tombé, c'était le destin un peu, Ouais, ça t'est tombé dessus. Et du coup, quand tu as posé ta candidature, est-ce que c'était complètement, tu étais complètement consciente du fait que tu posais une candidature pour partir faire une mission humanitaire, ou est-ce qu'il y avait un déni qui s'était créé et c'était un peu, je vais déposer ma candidature et on verra ce qui se passera. Bon, il y a vraiment des chances que je sois acceptée. Non, je savais exactement ce que je faisais. Donc, déjà, c'est un peu mon frère qui m'a poussée. Il m'a dit, Cyrine, regarde, on a besoin de toi, il faut y aller. Donc ça m'a paru un peu... Déjà que ce soit mon grand frère qui m'envoie ça, je me suis dit, je sais où je vais.
Et après, non, bien sûr, quand tu postules et ils demandent une infirmière en réanimation, je me dis que j'ai de très fortes chances d'y aller. Par ton profil qui correspond. C'est ça, je me dis urgence plus RIA, je me dis, bon, j'ai vraiment des chances d'y aller. Donc si je postule, c'est que vraiment, il y a de grandes chances. Et à partir de ce moment-là, je me suis directement conditionnée en me disant, si je pars, c'est pour peut-être ne pas revenir. Donc vraiment, dès le départ, je savais ce que je faisais. Et du coup, tu l'as mentionné, donc il y a ton frère qui était au courant de cette décision. Est-ce que c'était caché ou ta famille savait que tu allais t'engager et que tu postulais en tout cas pour partir en mission humanitaire? J'ai mon frère et ma sœur qui étaient au courant. D'accord. Et je l'ai un peu dit à ma mère, tout doucement, pour qu'elle le comprenne. Je ne sais pas si ça l'a été ou pas, mais en tout cas, elle ne m'a pas paru complètement perdue. Mais par contre, j'ai attendu pour mon papa d'être sûr, d'être entre guillemets prise. Et à partir du moment où Caravane m'a dit c'est ok, on programme, je suis partie lui annoncer. Donc non, j'ai décidé de le dire à ma proche famille, mais c'est vrai qu'autour de moi, je ne l'avais pas dit. C'était pas... Je sentais pas, en fait. Et puis, je pense que c'est pas la nouvelle la plus... Ouais, c'est ça, la plus joyeuse. Ouais, voilà, à transmettre. Et justement, donc, tu as dit que tu savais que tu partais potentiellement pour ne pas revenir, mais comment on se prépare, en fait, pour partir, sans savoir si on va revenir, si on va les revoir, si on va... Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir. Ça a été très difficile, mais j'ai dit au revoir à ma famille. Et du coup, vraiment, 2 jours avant le départ, je me suis dit qu'en fait, fallait que je dise au revoir aussi à ceux que j'aime. Donc, j'ai prévenu mes amis, j'ai prévenu un peu l'entourage. Et on se prépare. En vrai, je me suis toujours un peu préparée à tout ça. Je suis quelqu'un qui croit en Dieu et qui est né pour mourir. Et je me suis toujours un peu conditionnée à me dire que je ne sais pas quand est-ce que je partirai. Mais là, j'ai un peu plus de chance de me dire que Donc, en fait, tu pars juste en te disant, fais comme ton cœur le ressent, comme ça vient, et tu verras bien de toute façon. Mais prépare un peu ton entourage, parce que j'avais pas peur, mais j'avais peur pour eux. De me dire... et si je les laissais, c'est quand même une décision un peu égoïste d'être partie à Gaza. Bien sûr, mais au final, même si c'était un choix que tu avais fait pour toi, tu as essayé quand même de prendre en compte énormément ta famille, puisque ta première pensée aussi, c'était j'ai peur de partir par rapport à eux. Non, par contre, ça, c'était impensable que mes parents ne soient pas d'accord avec mon départ. Et puis, c'était aussi l'une des conditions de l'association. Si ma famille n'était pas trop pour... c'était pas un départ probable. Donc non, j'étais vraiment très, très heureuse et très étonnée aussi du soutien de mes 2 parents. Parce que envoyer son enfant à la guerre, c'est pas simple. Et surtout, et je pense que c'est aussi ce qui a permis de faciliter ton départ, parce que quand on sait que c'est accepté, c'est un grand mot, mais quand on sait qu'on part l'esprit serein, parce que du coup notre mère est d'accord, notre père est d'accord, ça facilite aussi beaucoup, et je pense que ça allège, si je puis dire, l'engagement et ce que ça représente vraiment. Oui. Après, comme je te l'ai dit au début, je baigne dans ça depuis petite, mes parents m'en ont parlé, du coup, je pense que c'était une décision quand même assez difficile pour eux de se dire « Ok, je laisse mon enfant partir », mais il fallait que quelqu'un fasse quelque chose. Après, certes, je n'ai pas fait non plus, je n'ai pas retourné le monde, mais à mon échelle, j'ai fait comme je pouvais. Et en fait, à leur échelle, eux aussi, d'accepter mon départ, c'est faire beaucoup pour Gaza. Bien sûr. Donc là, on a pu parler du départ, mais on va aussi maintenant parler de l'arrivée. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est passé, où est-ce que tu as atterri, comment en fait on accède à la bande de Gaza? Alors, en tout cas, je vais parler pour moi, parce que je ne sais pas trop comment les autres font, mais ça a été un départ pour le Caire, donc l'Égypte. Et en fait, là-bas, on attend toutes les autorisations possibles de tous les partis, donc l'Égypte, Israël et la Palestine. Et en fait, on attend, et sauf que nous, on a dû attendre plus d'1 semaine parce qu'on n'avait pas toutes les autorisations, pardon. C'était un mal pour un bien, parce que ça nous a permis de consolider un peu le groupe avec lequel on est parti. Et ensuite, une fois que toutes les autorisations sont OK, on se dirige vers la Palestine, vers la bande de Gaza. Et pareil, on passe d'abord par la douane égyptienne. C'est très, très long. Vraiment, c'est horrible. L'attente, elle est
et puis il pose plein de questions. Après, c'est ce qui est normal. Et après, une fois que c'est passé, on passe du côté de la Palestine. Là, par contre, bienvenue, c'est hyper rapide. Et ensuite, comment je suis arrivée, on a été accueillis entre guillemets par des ambulances. Ça a été un peu le convoi pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, parce qu'il y a quand même il y avait un petit bout de chemin à faire, et c'était un peu se dire... ils savent, toutes les autorités sont au courant de tous nos déplacements. Et donc, c'est un peu se dire, ils sont dans l'ambulance, ici, on n'a pas le droit de taper. Ok. Donc, on est arrivé à l'hôpital. Et puis, ça y est, c'était le début. Du coup, je trouve que la dernière phrase est assez forte. Donc, on se sent en sécurité quand on se déplace, en fait. Ça va être très bizarre, ce que je vais te dire. J'ai eu, pendant tout le moment où je me suis préparée à partir, j'ai pas eu peur. Je suis quelqu'un d'assez zen, assez calme. J'ai pas eu peur. Il y a eu un moment où je me suis sentie mal, c'est au moment de prendre l'avion. À ce moment-là, je me suis dit, bon, j'ai dit au revoir à toute ma famille, je sais pas ce que je vais faire. Mais arriver en Égypte et arriver vraiment à la frontière palestinienne, plus aucune peur. Plus aucune peur, pourquoi, je ne sais pas. Et pourtant, on entendait ça. On a passé la frontière, on entendait les bombes, on entendait déjà les avions, les drones et tout ça. Donc, normalement, c'est quelque chose d'assez anxiogène. Et à ce moment-là, je ne ressentais rien. Vraiment, j'étais assez sereine. Je sais pas. Une sérénité d'être arrivée à ce que tu devais faire, c'est ça. à la tâche que tu allais accomplir, en fait. Exactement. Et justement, c'est quoi les tâches qu'on accomplit pendant une journée à Gaza? J'imagine qu'il n'y a pas de journée type, ça m'étonnerait fortement, mais c'est quoi à peu près une journée à Gaza? Une journée à Gaza, on va dire que c'est une journée de travail classique. Donc nous, on a été un peu dispatchés dans les endroits où il y avait besoin. Moi, j'étais dans les urgences pédiatriques parce que c'est mon dada. C'est ça. Et en fait, tu soulages un peu le personnel parce qu'ils sont vraiment très fatigués. Du coup, c'est énormément de soins. Donc, comme partout, des prises de sang, des poses de perfusion, des intramusculaires, des aérosols. Enfin, c'est vraiment une journée complètement normale. Mais quand il y a bombardement et qu'on sait qu'il y a des victimes de bombardement, là, on se prépare et puis on va dans la zone, on va dire un peu, la zone bombardement. Et du coup, on s'occupe de ça, que ça soit pendant la journée ou pendant la nuit. Tout dépend. Hein. Vraiment, souvent, les journées, c'était à peu près on va dire du 8h, 17h. Après, c'était la période du ramadan, donc 17h30, 18h, c'était l'heure du repas. Et souvent, ils aimaient bien nous embêter à ces horaires-là. Du coup, la journée n'était pas terminée. Donc, si j'ai bien compris, les journées, c'était donc des journées de travail qu'on pouvait effectuer comme ici, par exemple, avec des patients qui étaient des patients lambda, si je peux me permettre. Et du coup, de manière ponctuelle, il y avait des soins de médecine de guerre appliqués. Est-ce que c'était seulement des patients que tu recevais à l'hôpital ou tu pouvais te déplacer sur les zones qui étaient bombardées? En tout cas, pour notre sécurité, l'association nous interdit de sortir de l'hôpital. Vraiment parce que... Donc en fait, ce que je sais, c'est que l'hôpital où on était est censé être sécurisé. C'est-à-dire que c'est une zone qui n'est pas censée être touchée par les bombardements. Et c'est pour ça qu'il y a quand même énormément de monde qui vient à l'hôpital. C'est un peu la sécurité. Voilà, pas un havre de paix, mais c'était là où on pouvait avoir sa pause. En fait. Normalement. Oui. Parce qu'il y a des hôpitaux qui ont été touchés, mais c'est ce qui est normalement fait. Et du coup, on a interdiction de sortir de l'hôpital. Donc, on n'a pas le droit d'aller sur les zones de bombardement. Et de toute manière, c'est pas mon travail. Même si j'y serais allée, j'aurais pas fait grand-chose. Parce qu'il y a des personnes qui savent faire sortir des corps des effondrements. Oui. Mais moi, ça, je sais pas faire. Moi, je sais techniquer. Enfin, je sais piquer, je sais passer des drogues, je sais faire plein de choses. Mais ça, c'est pas mon métier. Du coup, j'étais très bien à ma place à l'hôpital. Oui. Est-ce que pendant ta pratique, tu as pu voir un certain type de pathologie auquel on ne s'attend pas forcément, mais que tu as pu voir en tout cas le plus à Gaza, dans la bande de Gaza? Il y avait vraiment beaucoup de pathologies qui revenaient. L'une des premières, c'est l'hépatite A. On n'en parle pas beaucoup, mais vraiment, elle est constamment là. Il y a aussi beaucoup de gastro, de bronchiolite, d'asthme, tout ça. Et il y a... on va dire que c'est un peu de la chance que j'avais. J'ai vu peu de famines, mais
quand même beaucoup. Je sais pas comment dire ça, mais il y avait énormément d'enfants qui venaient parce qu'il fallait les perfuser, parce qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, en fait. Et du coup, ils se déshydrataient. Donc la première des choses, oui, il faut les déshydrater, et du coup mettre un peu de perfusion. Et tu commençais aussi à voir les enfants s'amaigrir, vraiment la peau sur les os. Et ça, en fait, il n'y a pas de quoi soigner. Et normalement, en France, tu mets une sonde nasogastrique et tu Oui. les nourris par la sonde. Sauf que là-bas, ils n'ont pas tout ça. Et ça, c'est des images quand même très difficiles à voir. On les voit vraiment beaucoup dans le nord. Moi, j'étais dans le sud. Et de se dire que c'est déjà arrivé dans le sud, c'est que franchement, je ne sais pas si je peux dire que c'est le début de la fin, mais j'ai l'impression que Gaza, c'est bientôt fini, j'espère pas, mais de voir les enfants mourir de faim et pas que de blessures de guerre, je pense qu'il faut que les gens s'alarment sur ça. Et les gens ne meurent pas que de blessures de guerre. Oui. Les gens meurent de faim, les gens meurent de froid, les gens meurent de fatigue et de folie. Vraiment, c'est beaucoup de pathologies dont on ne parle pas. Mais il n'y a pas que les blessures de guerre, c'est vraiment plein de pathologies sur lesquelles il faudrait beaucoup parler. Et surtout, ça montre qu'il y a il y a vraiment, ils sont vraiment privés de ressources, un manque de nourriture, d'eau Pas potable, d'eau. Ouais. d'eau potable, et puis surtout, quand on bombarde partout et qu'il n'y a plus d'endroits pour loger ceux qui sont malgré eux rescapés, malheureusement peut-être au final. Ça montre aussi qu'en fait ça dépasse. Ça, c'est des choses qu'on n'envisage pas quand on est derrière son écran, tu vois. Non. Enfin, on peut se le dire si on commence à vraiment y réfléchir en se disant ok, mais alors si là il n'y a plus de bâtiments, ils sont logés où? Mais s'ils ne sont pas logés, comment ils font pour déjà assurer une hygiène qui leur permette de ne pas tomber malade ou d'avoir certaines infections? Donc s'il y a aussi, il y a pas où se loger, il n'y a pas où manger, il n'y a pas où vivre convenablement. Tu as dit, il y a des gens qui meurent de folie aussi. Ouais. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de psychologue. Enfin, il y a pas tout ça. J'ai quand même j'ai beaucoup d'exemples. Il y avait des personnes qui passaient avec à dos d'âne, avec des grosses marmites, pour pouvoir un peu distribuer aux enfants, un peu à manger. Et sincèrement, pour être honnête, j'ai ouvert le couvercle. Et que Dieu me pardonne, je n'aurais même pas mangé. C'est de la bouillie, c'est vraiment de la bouillie. Ça fait de la peine de me dire que des enfants se battent pour avoir ne serait-ce que 2 cuillères de bouillie. Il n'y a aucun nutriment en fait. Il n'y a pas d'eau, ils ne se lavent pas. J'ai eu des enfants où les parents s'excusaient de l'odeur nauséabonde de leurs enfants. Ils s'excusaient. Quand je passais la compresse pour désinfecter, pour pouvoir piquer, je retrouvais ma compresse noire. Enfin, ma compresse, j'avais pas de compresse, c'était du coton. Mais mon coton était noir. C'est pas de leur faute. Mais en fait, donc, pas d'eau, déjà pour boire, pas pour se laver. Très peu de nourriture. Enfin, quand il s'arrive ne serait-ce qu'avoir un semblant de quelque chose. Se loger, j'ai pu aller dans un camp et voir l'état des pieds des petits. Mais je parle que des enfants parce que les adultes, on les laisse un peu de côté, les pauvres. Et on devrait pas, mais de voir que les enfants, en fait, ils courent dans le sable. Il y a eu des jours de pluie. Là, ça va être les fortes chaleurs, ça va être horrible pour eux parce que c'est des tentes avec du plastique. Ça chauffe à l'intérieur, c'est atroce. Moi, j'y suis allée, il pleuvait, c'est de la gadoue au sol. Les gens dorment dans de la gadoue, ils dorment. Il n'y a pas d'électricité. Même nous, à l'hôpital, on avait tout le temps des coupures d'électricité. On ne se rend pas compte, mais Gaza est privé de tout. Ils n'ont rien. Et du coup, contrairement à eux, qu'est-ce qui est mis en place pour les personnes qui viennent aider les humanitaires, en fait? En tout cas, dans l'hôpital El-Koweïti, à Rafah, c'est un petit hôpital, vraiment tout petit. Et ils ont créé un petit hôpital de campagne, vraiment pas très loin. Et du coup, on nous a logés dans l'hôpital de campagne. Et l'hôpital de campagne, c'est des tentes. Du coup, on a été logés dans ces tentes-là. Et c'était assez spécial parce que tu as l'impression de faire du camping alors que... Oui, c'est pas la réalité, non. Enfin, tu sais, enfin, je sais pas, mais tu sais, on nous avait dit qu'on serait logé dans l'hôpital, donc avec il y a des murs, enfin, des douches. Là, vraiment, t'as une tente. Et mais bon, pour mon plus grand bonheur et vraiment
je les remercie énormément, ils se sacrifient pour toi, donc ils te mettent un lit et ils te mettent une couverture. Nous, on est partis avec des sacs de couchage, on était prêts à dormir au sol, enfin, on était préparés. Mais il n'y a pas grand-chose. Pareil, les toilettes, il faut parler de ça. Je ne sais pas si tu vois, tu sais, les toilettes un peu de chantier. Oui. Et ben c'est ça. T'imagines, on était une quinzaine pour un toilette et l'autre qui ne fonctionne pas. Il y avait une douche, enfin, l'eau, c'est de l'eau salée. Alors, faut être honnête, très peu ta douche parce que l'eau salée, c'est absolument pas bon pour ton corps. Tu te laves à la lingette. C'est des conditions aussi pour soi très difficiles. Ça, je pense que personne... Ce qui participe aussi à tout le discours qu'on a des soignants qui sont épuisés là-bas. Ah ouais. Mais parce que de toute façon, c'est un contexte de guerre, mais aussi c'est des conditions de vie qui sont très délétères et qui ne leur permettent pas de se reposer, on va dire, après avoir rendu service. Ouais, c'est ça. Eux dorment sur le sol, les pauvres. Moi, j'avais la chance, on va dire, d'avoir un matelas. Bon, il était dur comme de la pierre, mais ils sont très gentils, tu vois. Ils pensent à toi, ils viennent de d'aussi loin. On est obligé de leur mettre un minimum de confort. Et les pauvres, quand tu regardes le confort, tu te dis, mais qu'est-ce que moi j'ai laissé en France pour avoir ici? Et pourtant, ils t'ont donné le meilleur de ce qu'ils avaient. Pareil, pour la nourriture, tu te prépares, tu ramènes des boîtes de thon parce que tu sais pas ce que tu vas manger. Et donc, tu manges tous les jours du riz. Et pendant 15 jours, tu manges du riz. Du riz, de l'eau et des dattes. Voilà ce que j'ai mangé pendant 15 jours. Et après, tu reviens en France et tu te dis Dieu merci, j'ai la chance de pouvoir manger tout plein d'autres choses. Et tu relativises tellement sur ta vie. C'est une leçon, c'est une grande leçon. Ouais. Même pour eux, ça montre que c'est aussi un peuple qui... C'est même pas la main sur le cœur, c'est vraiment... c'est le cœur et il te le tord. Un peuple dénué de toute once d'égoïsme ou juste de mauvaises pensées derrière. J'ai reçu des cadeaux du peuple. Ils n'ont rien, ils ont tout perdu, plus d'argent. Ils ne sont pas payés, les pauvres. Il faut savoir ça, qu'il y a très peu de ressources, donc pas de salaire. Ils mangent un repas par jour quand c'est possible. C'est pour ça qu'ils vont travailler, parce que tu n'es pas payé, mais tu vas travailler pour peut-être avoir un repas. Et ils se disent, on va aller offrir un petit cadeau, parce que... histoire de donner un souvenir. Enfin, vraiment, je pourrais te raconter. Je pense que je peux parler de Gaza pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est une aventure juste incroyable. Je ne sais pas si on peut dire... Unique. Et que tu ne pourrais pas revivre ailleurs et que tu n'aurais jamais pu vivre ailleurs de toute façon. Et vraiment, les mots me manqueront à chaque fois. Tu auras beau essayer de mettre des mots sur ce que j'ai pu ressentir ou vivre, que ce ne sera jamais à la hauteur de ce que j'ai vécu. Tout ça, du coup, tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu pratiquer, comme tu l'as dit, j'imagine que ça a un impact sur aussi ta pratique maintenant et dans le futur. Comment ça va l'impacter finalement? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, ils ont très peu de moyens. Ils ont très peu de moyens et qu'en France, on gâche beaucoup. Donc pour moi, ça a été très difficile de revenir travailler en France parce que la moindre chose que j'utilise en France, une fois que c'est fait, je jette le reste. Alors qu'à Gaza, j'utilise tout et je réutilise des choses qui ne sont pas réutilisables. C'est triste, hein, mais c'est ce qui est fait parce qu'il n'y a pas le choix. Pas de moyens. Et donc, c'est vraiment... je ne sais pas comment t'expliquer, mais tu te sens... Tu as l'impression de gâcher. De gâcher... des chances de survie ou de soins pour d'autres personnes en faisant ça. Donc c'est difficile de revenir travailler en France après avoir travaillé un peu dans pas grand-chose, avoir tout. On se sent reconnaissant en fait, on se dit qu'on a tout quand d'autres n'ont rien. Oui, vraiment. Et justement, ça a pu faire du coup développer en toi un sentiment de reconnaissance, mais sur place, il y a aussi des sentiments qui peuvent être joyeux. Je pense que ce développement, il a commencé quand tu as vu dans quel cadre tu étais en train d'exercer, mais aussi ce que tu as pu observer de tes propres yeux, même si tu sortais pas de l'hôpital, tu devais forcément entendre, voir, être témoin de choses qui te disaient que finalement tu étais peut-être heureuse d'avoir la vie que tu as. Mais est-ce qu'il y a aussi des moments où tu étais pas heureuse d'être là, mais des moments de bonheur, de joie? Comment on accepte un moment de bonheur au milieu de la mort, de la destruction?
Les Palestiniens, et c'est vraiment un peuple extraordinaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vivent dans le chaos des plus totales, mais ils gardent leur sourire. Et ça, c'est la plus belle leçon que j'ai pu apprendre là-bas. C'est que malgré tous leurs problèmes, malgré toutes les tempêtes qui peuvent se passer, enfin, ils ont tout perdu, mais ils gardent la foi et en fait, ils te disent Dieu merci. Dieu merci, on va bien. Même si, par exemple, il y avait un papa qui a perdu son fils et il disait Dieu merci, j'ai perdu mon fils, mais mon fils il est au paradis. Nous, on n'est pas sûr d'avoir cette chance-là, en fait. Donc, même dans la tristesse et dans le mal, ils arrivent toujours à trouver cette petite once de lueur d'espoir. Ouais, ça, c'est impressionnant. Donc, tu te sens obligé d'être comme eux, donc d'être très fort, de ne pas montrer que tu as de la peine, de ne pas montrer que tu es triste, parce qu'eux, ils ne se laissent pas submerger par la tristesse. C'est ce que j'ai fait pendant 15 jours. Le dernier jour, ça a été très difficile. Vraiment, je n'ai pas réussi à garder le sang-froid que j'ai eu pendant 2 semaines parce que c'était trop pour moi. C'était vraiment trop pour moi. J'arrivais plus à comprendre parce que pour moi, c'était de l'injustice. Pourquoi je recevais en fait des enfants qui étaient en train de mourir. Il y en a d'autres qui sont arrivés morts. Pourquoi des femmes, il leur manquait un bras ou une jambe? Pourquoi un homme... Pourquoi en fait? Pourquoi? Et j'arrivais pas à comprendre. Et donc ça s'est devenu très difficile, mais vraiment ils étaient tous là à te rassurer. Et pourtant, tu te dis que c'est toi qui es censé être là-bas pour les rassurer et leur donner un peu de joie de vivre. Mais c'était eux. Vraiment, c'est un peuple extraordinaire. Donc après, oui, tu vis aussi beaucoup de très beaux moments. J'ai beaucoup de souvenirs avec les enfants qui vivent du coup à côté de l'hôpital dans les petites tentes et qui passent te voir tous les matins, docteur Cyrine. Donc non, ils sont trop mignons et c'est eux qui te donnent le sourire le matin. Et la force de continuer aussi, parce que il faut dire que eux c'est leur quotidien, alors que nous c'est de manière ponctuelle parce qu'on vient pour aider et puis nous on est derrière nos écrans. Surtout. C'est ça. Mais donc c'est une chance. C'est une chance, je pense, d'avoir pu être témoin de ça et d'être surtout aujourd'hui un peu le messager de l'espoir qui reste toujours vivant et qui circule là-bas. Et cette chance, ça a été aussi, donc je l'avais mentionné au début, permis grâce à l'association Caravane Solidaire. Donc, c'est une ONG qui a été créée en 2013 et qui vient en aide, donc, qui œuvre à Gaza, au Yémen, en Syrie et aussi au Bangladesh par différentes actions. Donc l'envoi par exemple de ressources humanitaires, mais aussi de médicaments et autres actions exercées par l'ONG. Donc avec les collègues avec qui tu as pu partager ce voyage humanitaire, vous avez donc décidé de rédiger une lettre ouverte qui a été adressée au président de la République le 7 avril, où vous avez stipulé être les témoins visuels, auditifs et par votre pratique de l'intention génocidaire explicite du gouvernement israélien sur le territoire de Gaza Sud. C'est une lettre, je l'ai lue, qui est très forte. Là, j'ai choisi d'extraire seulement une petite partie, mais qui est très forte, où il y a des mots qui ont été posés sur la situation que vous avez pu observer. Est-ce qu'il y a eu un retour? Il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis la rédaction et la signature de cette lettre? Alors, c'est une lettre que j'ai signée, que je n'ai pas moi-même rédigée, mais que j'ai lue et avec lequel je suis en accord que j'ai signé. J'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps. Et hier, il y a, je pense, beaucoup doivent la connaître, Iman Marifi, du coup, l'une des premières infirmières qui est partie, qui s'est rendue à Gaza, qui a eu on va dire la chance de pouvoir croiser Brigitte Macron et qui lui a remis la lettre dans ses mains. On n'a pas de nouvelles, mais on espère vraiment que ce sera pour le mieux. La lira. Mais bien sûr, avant d'arriver à une lettre, pour laquelle on espère il y aura certainement une suite, mais qui ne sera que le début d'un long chemin, il y a aussi un long chemin qui a été effectué à partir du moment où tu es rentrée jusqu'à aujourd'hui, donc on est en fin avril. Comment ça se passe quand on rentre? C'est quoi l'état d'esprit? Comment on accepte de recommencer à vivre en fait? Comment on accepte de recommencer à vivre? C'est une très bonne question, parce que pour être totalement honnête, je ne veux inquiéter personne, mais j'arrive pas. J'y arrive pas. J'ai encore mon cœur qui est totalement là-bas.
c'est très difficile de se détacher de cet endroit parce qu'en fait, il t'attrape les tripes, il t'attrape le cœur et en fait, il te lâche pas et il te dit mais j'ai besoin de toi, t'es passé où en fait, ce qui est difficile aussi, c'est de voir sur les réseaux sociaux les endroits où tu as été et te dire que toi, tu y es plus. Donc vraiment, tu quittes pas cet endroit. Vraiment, ton cœur, il y est encore. Tu remets les pieds en France et tu te dis que... Et c'est eux qui me le disaient, il faut continuer de vivre. Parce que même si eux ne peuvent pas... eux ont besoin de te sentir vivre pour pouvoir vivre à travers toi. J'essaye vraiment et heureusement, j'ai un entourage incroyable. Vraiment, j'ai un entourage incroyable qui me lâche pas, qui me fait sortir tous les jours, qui me fait rire tous les jours, qui m'apporte énormément d'amour, vraiment énormément d'amour. Et pour ça, je les remercie. Et je suis vraiment heureuse qu'ils soient là parce que sans ça, sans un bon entourage, je pense que le retour, il n'y a pas de retour en vrai. Et de toute façon, c'est très important parce que qu'on soit déjà allé à Gaza pour une mission humanitaire ou qu'on soit simplement chez soi derrière son téléphone, il y a une vraie question de santé mentale parce que nous sommes simplement des êtres humains qui voient d'autres êtres humains en train de se faire décimer et des violences qui sont... C'est très grave, c'est un niveau de violence qu'on a rarement observé. Et donc, il y a vraiment toute une problématique de santé mentale qui est importante à prendre en compte. Et c'est aussi, je pense, l'accompagnement après ce genre de voyage, de mission humanitaire, qui est aussi très important. Et que tu puisses en parler avec ton entourage, mais aussi être accompagné, je pense, et de toute façon, je t'aurais posé la question, que c'est quelque chose dont on doit s'assurer, en fait. Oui. C'est ce qu'on doit te rendre à toi qui a donné tant en partant. Du coup, tu as parlé de eux en parlant des Gazaouis. Est-ce que tu as toujours des contacts ? Est-ce que tu arrives à communiquer avec eux d'une manière ou d'une autre ? Oui, du coup, j'ai toujours quelques contacts avec les Gazaouis, surtout le personnel, du coup, le personnel médical, beaucoup avec les infirmières avec qui j'ai travaillé. Il y a des personnes avec qui vraiment, pratiquement, je parle tous les jours, peut-être tous les 2 jours. J'ai des nouvelles assez régulières. Ça me tient à cœur parce que ça me permet de me rattacher encore un petit peu à eux. Mais il y a eu une période où j'ai essayé d'être un peu moins sur les réseaux et un peu moins à leur parler parce que j'arrivais pas à remettre les pieds ici. Et je me suis dit qu'une petite coupure peut-être me permettrait de revenir. Et en vrai, non. J'ai besoin de savoir qu'eux vont bien, que... Après, c'est triste, mais j'ai assez souvent de mauvaises nouvelles de leur vie. Mais c'est malheureux, hein, mais ils sont vivants. Donc c'est comme ça que je me rassure. Et j'appréhende le jour où j'apprendrai cette grosse mauvaise nouvelle. Mais pour le moment, ce sont, entre guillemets, seulement des maisons détruites, seulement des refus de quitter le territoire. Mais voilà. Et donc là, maintenant que tu es rentrée, est-ce que tu as déjà commencé à envisager une suite dans ton engagement humanitaire ou pas encore ? Pour l'instant, tu récupères ? J'essaye de récupérer, oui. Je pense que c'est important pour pouvoir mieux avancer. Recommencer aussi ou s'impliquer à nouveau. C'est ça. Après, je refais un peu comme je peux à mon échelle. Donc, je continue ce que j'avais commencé avant de partir. Quand j'y étais, j'ai dit que j'y retournerais. Après, pour être totalement honnête, il y a des prochains départs. Sauf que je pense que je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prête et surtout, ma famille n'est pas prête du tout. Et ça, je l'entends. La première fois, ils me l'ont accordé et ça a été un beau cadeau pour moi. Et je pense que je ne voudrais pas leur faire revivre ça parce que ça a été très difficile pour eux. Mais il y a plein de choses à faire. Il faut sortir dans les rues, il faut partager toutes ces vidéos qui sont dures. Hein. Et puis, j'essaye de partager un peu, moi, mon histoire. Oui, sur Instagram. Sur Instagram, du coup, je raconte un peu ce que j'ai vécu. Il y a eu un moment où j'étais... Vraiment, je le faisais beaucoup. Et puis, c'est très prenant de devoir reprendre, raconter parce que je me replonge dedans. Oui, bien sûr. Des fois, c'est un peu... Mentalement et physiquement. Ah ouais, des fois, c'est difficile. Donc là, j'ai fait une petite pause. Mais t'es quand même là aujourd'hui avec nous et ça, c'est très touchant. Et justement, du coup, parce que toi, t'es partie, t'as pu
avoir cette première expérience, est-ce que tu as des conseils pour du personnel médical ou paramédical qui souhaiterait aussi partir, enfin des conseils pour les protéger surtout et les guider un peu dans ce choix? Le premier conseil, c'est vraiment d'écouter son cœur. Si on sent qu'il faut y aller, bien sûr qu'il faut y aller, mais je pense qu'il faut se préparer mentalement avant de partir. J'ai réussi à le faire, et même comme ça, c'est difficile en revenant, mais il faut vraiment se préparer à tout, à voir la mort, mais à longueur de journée, vraiment des blessures assez dures à voir, le mental qui est vraiment au sol du peuple, parce que vraiment, le peuple, quand il t'entend parler en arabe, parce que beaucoup parlaient anglais, mais quand ils t'entendent parler toi en arabe, et ben ils veulent venir raconter toute leur peine à quelqu'un qui est extérieur et qui est prêt à entendre, parce qu'entre eux, ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont déjà tous chacun leur peine. Donc en vrai, il faut vraiment se préparer à ça, à se dire que on va être une éponge, qu'il va falloir absorber tout ça et se préparer à revenir, mais à redéverser, vraiment à essorer cette éponge et à tout ressortir. Il faut se préparer psychologiquement, physiquement, on s'en rend pas compte, mais ça demande beaucoup. Il y avait le retour, on est tous tombés malades, on était tous courbaturés, on avait mal partout. Enfin, sûr, c'est la chute en fait, c'est l'après-coup. Ouais, c'est ça, exactement. Donc se préparer mentalement, c'est la première des choses. Je pense qu'il faut se préparer aussi à la mort, parce que c'est ce qu'on encourt si on part, et se préparer à voir des choses très difficiles et à entendre des choses très difficiles, parce que on n'en parle pas. Mais les drones, c'était l'une des pires choses pendant le séjour. Vraiment, c'est une pression psychologique, mais horrible. Eux vivent ça depuis des mois. Moi, j'ai vécu ça pendant 2 semaines, et encore maintenant. Des fois, j'entends, mais c'est horrible. Hein. Des fois, j'entends des pétards. J'ai l'impression que je suis pas en France, où j'entends ne serait-ce que des avions. Enfin, il faut se préparer à tout. Et bien sûr, si une personne veut partir, je serai là pour la conseiller au mieux. C'est mon devoir. J'y suis allée, je sais ce que c'est, et je peux permettre à des personnes d'y aller de manière un peu plus sereine, renseignée. Ouais. Comme tu faisais partie aussi des premiers envois d'infirmiers, donc je pense que c'était pas, tu coulais pas sous l'information. Donc que tu puisses aussi toi aussi dire ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu, ce que tu aurais changé pour pas mieux le vivre, mais être mieux préparé ou autre. Je pense que c'est très important. En tout cas, je pense qu'on repartagera évidemment avec ton accord tes réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Caravane Solidaire qui postent constamment aussi, je sais, des annonces de départ, mais aussi juste simplement de dons, parce que c'est aussi un moyen de participer à son échelle. Peu importe le montant du don, ça reste un don qui peut faire changer les choses. Merci Cyrine. Merci à toi. Pour tout ce courage, et je pense pouvoir parler au nom de nombreuses personnes en te remerciant et pour ce départ, pour ce que tu as pu faire, et puis surtout pour attester du fait que tu es un moteur et un exemple aussi de bravoure et de courage pour notre société et nos générations, nos jeunes générations, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart. Hein. Est-ce que je peux juste dire un petit message de merci ? Bien sûr. Tout ce que tu veux, on écoute. Du coup, j'espère que toutes les personnes qui nous écouteront sauront que je les remercie du plus profond de mon cœur, parce que j'ai reçu énormément d'amour de toutes ces personnes qui ont suivi Caravane Solidaire, qui me suivent aussi un peu sur les réseaux, parce que je décide d'un peu raconter mon histoire. Je reçois des millions de messages. Je pourrais pas, entre les commentaires et les messages que je reçois, des fois, j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je me force à me dire il faut répondre à ces gens-là, parce que je reçois énormément de prières des gens, et je me rends compte pour être honnête, j'y suis allée pour Gaza, j'y suis allée en me disant tu donnes de ta personne pour Dieu et pour les personnes que tu vas croiser. Jamais j'aurais pensé que déjà ça allait être filmé. Je savais pas du tout qu'il y aurait une personne qui nous filmerait, qui posterait sur les réseaux sociaux. Et moi, à mon retour, jamais je me serais dit que j'allais partager mon expérience. Il va y avoir un tel impact. En fait. Oui, vraiment, je m'y attendais pas. Et donc, déjà, de mon entourage, j'ai reçu beaucoup de soutien, mais de personnes que je ne connais pas. Ça a été vraiment, ça apaise énormément mon cœur. Et donc, je voulais vraiment remercier toutes ces personnes. Et aussi, vous, du coup, de me donner un peu la parole et de pouvoir dire un peu ce que j'ai vécu et de donner mon ressenti. C'est hyper important, et j'espère qu'on arrivera à continuer de défendre cette cause qui est hyper importante et qui mérite
d'être entendu par le monde entier. Et encore une fois, je l'ai dit au départ, mais c'est vraiment de notre devoir, c'est le strict minimum qu'on puisse faire que de repartager propager plutôt que repartager, propager la voix des Gazaouis et de ce qui se passe et ce dont on est témoin pour que plus tard, on puisse jamais se dire qu'on n'a rien fait et qu'on a fermé les yeux. Et puis, quant à vous, j'espère que ce format vous aura plu, que ce sujet, surtout, vous aura apporté des réponses, vous aura aussi poussé à vous poser des questions, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à simplement observer, c'est à nous aussi d'œuvrer pour améliorer la situation. Et en tout cas, nous, on se dit à très vite sur Kissas.